Bonjour à tous, alors à ceux qui sont présents sur ce salon, sur ce forum, et bien sûr à ceux qui nous suivent sur AMIF Live. Bienvenue sur ce forum exposant. On va s'intéresser à la téléconsultation, un outil complémentaire pour améliorer l'accès aux soins dans vos territoires. La crise sanitaire, vous le savez, a jeté une lumière crue sur les difficultés et les inégalités d'accès aux soins dans l'Hexagone, mais surtout en Île-de-France. Ça peut surprendre, mais l'Île-de-France est le premier désert médical français. Près de 4 millions de Français ont du mal à voir un généraliste. Une pénurie qui touche de nombreux professionnels de santé et qui risque fort de s'aggraver. Alors, quelle est la situation en Île-de-France? Quel impact pour les Franciliens? Quelles sont les solutions pour endiguer ce phénomène? La téléconsultation est-elle une solution? On va en débattre avec nos invités. Olivier Babinet, bonjour. Alors, vous étiez jusqu'à hier, je crois, enfin tout récemment, directeur de la santé du Conseil départemental des Yvelines. Vous avez dirigé de nombreux centres de santé. Vous êtes président de la société de conseil Health in Move. Vous êtes co-auteur des ouvrages, de nombreux ouvrages, notamment sur les déserts médicaux, la e-santé en question et les déserts médicaux, aux éditions IG. Merci d'être sur ce plateau. Merci de l'invitation. Hélène Rossineau, bonjour. Vous êtes médecin spécialiste de santé publique et de médecine sociale, auteur, conférencière. On peut citer Aidants et invisibles et santé. Veut-on encore d'un monde hors de l'hôpital? Merci d'être sur ce plateau. Et j'ai aussi le plaisir d'accueillir Nicole Lanaspre, adjointe au maire de Cormeilles en Parisis. Vous êtes en charge de l'attractivité du territoire et des commerces. C'est très intéressant parce que vous avez installé une borne de téléconsultation dans votre ville. Vous nous expliquerez pourquoi. Alors, on va débattre, bien sûr, de ce sujet. Mais tout d'abord, je vais appeler Louis de Traverse à me rejoindre sur ce forum. Vous êtes directeur des partenariats stratégiques chez Medadom. Bonjour. Alors, pour planter le sujet, bonjour. Medadom met en place une téléconsultation médicale qui permet d'avoir accès à un médecin via une borne. Alors, quelle est la différence avec une téléconsultation chez soi? Alors, bonjour à tous. Et tout d'abord, merci aux trois intervenants d'avoir co-construit cette conférence. Pour répondre à votre question, en fait, la borne ou la cabine de téléconsultation est une innovation qui permet d'aboutir à un diagnostic avec des dispositifs médicaux connectés qui permettent aux médecins d'établir un diagnostic plus abouti qu'une simple téléconsultation depuis un portable ou un ordinateur. Alors, où est-ce qu'on vous trouve et comment être sûr d'avoir accès à un médecin? À quel besoin répond cette téléconsultation, cette borne de téléconsultation? Alors aujourd'hui, Medadom est implanté dans plus de 1000 structures à travers toute la France, essentiellement des pharmacies. Et en fait, depuis un peu plus d'un an, on a des collectivités territoriales, des mairies qui nous ont sollicité pour répondre à une problématique auxquelles on est tous confrontés aujourd'hui sur le territoire. Donc des pharmacies, des mairies, également d'autres structures comme des universités. Voilà. Et donc, ça répond à quel type de besoin? C'est ce qu'on appelle la bobologie au sens positif du terme. Quand vous allez chez votre médecin traitant, il établit un diagnostic et on peut répondre à cette problématique au niveau des bornes et des cabines. Merci Louis de Traverse pour cette présentation. Je vous laisse rejoindre donc le public dans la salle. Alors, on l'a bien compris, la téléconsultation ne remplace pas une visite chez son généraliste, mais elle peut être un moyen de lutter contre les déserts médicaux. Je me tourne vers vous, Olivier Babinet. Alors, on a quand même du mal à comprendre que l'Île-de-France, région la plus riche de France, où il y a le plus de médecins, soit le premier désert médical français, ce qui n'y a pas là un paradoxe. Oui, il y a en effet un paradoxe. Je voudrais revenir sur la notion, pour démarrer, de désert médical. De quoi on parle? Vous avez eu la gentillesse de citer notre dernier ouvrage avec le professeur Corinne Istamani sur les déserts médicaux. La thèse qu'on défend, c'est dès qu'on a un gap, un abîme entre l'offre de soins et le besoin
en santé d'ailleurs au sens général, on part de désert médical. Et donc le désert médical va se trouver aussi bien, ça va de la périnatalité à la dépendance en passant par la crise sanitaire, par exemple. Juste pour vous donner une idée, pour illustrer mes propos, il faut savoir que moins d'un enfant sur 5 en 6e a un bilan de santé, alors que le bilan de santé est universel et donc devrait s'adresser à l'ensemble des enfants. Donc c'est pour vous dire, pour vous illustrer le fait que le désert médical, on est tous concernés, il se trouve partout. Maintenant, si on revient en effet à votre question, qui est en fait un des déserts médicaux, qui est le désert médical géographique, en effet, l'Île-de-France est le premier désert médical sur l'Hexagone. Donc en effet, c'est le premier désert médical avec moins 20% de MG qui sont partis. Quand on sait qu'aujourd'hui, on a pratiquement la moitié des MG qui ont plus de 60 ans, vous imaginez à court terme la situation de l'offre médicale, en particulier en médecine générale. Mais en revanche, si on parle de l'ensemble de la France, on a quand même Mayotte qui se retrouve avec 20 fois moins d'offres quand même sur son territoire que la moyenne en France. Et les DROM, donc Guyane et également donc Martinique et Guadeloupe, sont également avec une offre de santé extrêmement faible. Alors Hélène Rossineau, c'est une situation, et c'est ça qui est inquiétant, hein, ça touche tous les professionnels de santé. Oui, tout à fait, ça touche tous les professionnels de santé. Alors c'est vrai qu'on vient de le dire, hein, la médecine générale, c'est particulièrement important parce que les médecins généralistes sont au cœur du système de soins et au cœur du quotidien des Français. Quand on ne voit pas son médecin généraliste de manière régulière, malheureusement, on a tendance à se tourner parfois vers les urgences parce que on attend et quelque chose qui aurait été un petit bobo, comme on le disait tout à l'heure, se transforme parfois en quelque chose de plus grave. Mais ça touche aussi les infirmiers, les aides-soignantes, et la téléconsultation est un vrai point fort qu'on peut remettre au cœur des territoires pour remettre du liant vraiment et du soin. On va parler de la téléconsultation, mais j'aimerais qu'on continue quand même un petit peu sur cet état des lieux pour essayer de comprendre pourquoi ces déserts médicaux. Nicole Lanaspre, quelle est la situation dans votre ville ? C'est de plus en plus difficile. On ne va pas parler de la téléconsultation tout de suite, mais sinon, sur le constat, c'est de plus en plus difficile de trouver un médecin. Les médecins qui partent ne sont pas remplacés ? Oui. Allez-y, vous pouvez parler tout simplement. Voilà. Effectivement, ce que vous venez de dire, donc je suis élue sur la ville de Cormeilles en Parisis, qui est peuplée de 24 000 habitants. Et on a une pyramide d'âge chez nos médecins généralistes qui sont près de la retraite. Donc sur une ville de 24 000, pour vous donner un chiffre, il y a à peine 10 généralistes. Donc aujourd'hui, les patients se retournent vers la mairie en disant « Au secours, je n'ai plus de médecin ». Voilà, donc c'est un petit peu pour ça que la ville de Cormeilles commence à s'intéresser à la santé, même si ce n'est pas sa compétence directe, mais on est aussi soucieux de la santé de nos administrés. Donc on est vraiment, pour l'ARS, dans une zone sensible, où on a un manque de médecins généralistes. On est encore bien pourvu en médecins spécialistes, mais c'est surtout les généralistes qui partent à la retraite et n'ont pas de remplaçants. 2000 médecins qui sont partis en 10 ans. Comment l'expliquer, Olivier Babinet ? C'est des conditions d'exercice qui sont difficiles ? C'est le coût du foncier ? Alors en effet, la difficulté, c'est d'avoir, si on prend uniquement la partie quantitative du nombre de médecins, c'est de trouver des médecins qui vont remplacer en particulier les personnes qui partent à la retraite. C'est difficile. Alors le pourquoi, en fait, il est assez subtil. On se trouve en ce moment dans un effet ciseau. On a une augmentation du besoin en santé, à savoir les maladies chroniques qui sont en explosion. Il faut savoir que les ALD vont augmenter de 50% dans les 10 ans à venir. On va se retrouver avec 15 millions de personnes qui sont en ALD, donc ça va être énorme. Et de l'autre côté, on a une diminution de l'offre de soins. Alors, on attaque en général, on pense tout de suite au numerus clausus en disant voilà, il n'y a pas assez de médecins qui sont formés. C'est une fausse réalité. En fait, on a une augmentation sur les 10 ans qui viennent de s'écouler du nombre de médecins, avec une augmentation significative des spécialistes. Par contre, en effet, une diminution des médecins généralistes de moins 2%. Mais le vrai sujet, il est ailleurs, il est dans les territoires. C'est qu'en fait, on a en ce moment plus que jamais un écart très important entre les territoires, avec d'un côté, dans les territoires qui sont plutôt bien pourvus en médecins, une augmentation régulière de l'offre de soins,
Et de l'autre côté, dans les territoires où il y a un manque de médecins, on manque de plus en plus de médecins, en particulier parce que ces territoires ne sont pas obligatoirement attractifs. Et les gens, ils sont comme nous tous, ils ont envie, éventuellement à titre personnel, de travailler, de vivre dans des territoires qui sont attractifs, tout simplement. Hélène Rossineau. Tout à fait, je partage votre analyse. En plus, on voit que les jeunes médecins généralistes, ceux qui arrivent encore, ont une appétence beaucoup moins forte pour le monde du libéral. 60% d'entre eux ont plutôt envie de se tourner vers le salariat et seulement 12% vers la profession libérale complète. Donc c'est un vrai défi pour les territoires d'attirer ces médecins et de les attirer de manière stable à un endroit, parce que c'est quand même extrêmement Et compliqué. il y a urgence, parce que ça pose quand même un vrai problème de santé publique, une perte de chance quand on habite dans ces territoires. Bien entendu, alors en particulier parce que malheureusement les territoires, en particulier dans l'Île-de-France, qui ne sont pas les plus attractifs, sont aussi des territoires avec des inégalités sociales importantes, où le chômage est parfois très élevé. Quand on regarde certaines US, on peut arriver parfois à des zooms de 25% de chômage, donc c'est très important. On a beaucoup d'obésité, on a beaucoup de maladies chroniques qui montent, d'hypertension, de diabète, donc c'est des populations qui ont besoin d'être soignées et qui ont des difficultés aussi d'accès au transport en commun. Donc il y a besoin vraiment de travailler entre l'installation des médecins, mais aussi vraiment au cœur du territoire, sur la mobilité vers les médecins, la mobilité vers les soins de manière générale. Nicole Lanapsre, donc il y a un vrai problème dans la ville de Cormeilles en Parisie, on va dire des réticences des médecins à s'installer dans votre ville ou pas? Alors, je pense qu'il y a une réticence puisqu'on n'arrive pas à être attractif. Effectivement, mais enfin, on a quand même une ville aux portes de Paris, hein. Donc on est à 30 km à peine de Paris. On a des transports. Enfin, aujourd'hui, je crois que les médecins, effectivement, vous l'avez dit, voient la médecine différemment. C'est-à-dire qu'il y a la féminisation du métier. Il y a aussi, par rapport aux patients, la longévité de la vie, ce qui fait qu'il y a beaucoup aussi plus de patients qu'on attendait. Donc notre ville, aujourd'hui, elle est attractive, et je ne ferai pas de la publicité, mais nous, ville, on est prêt à faire un loyer modéré à tout nouveau médecin qui veut s'installer. On prend en charge la moitié du loyer. On leur offre des places en crèche, une place. Enfin, vraiment, on leur facilite la vie. Donc voilà pour l'état des lieux, merci. Donc on va se poser la question à savoir si les nouvelles technologies, en plus de tout ce qui est fait justement de ces incitations aux installations, si ces nouvelles technologies peuvent apporter une solution pour aider à réduire les déserts médicaux et comment. Et finalement, là encore, c'est un paradoxe, mais c'est peut-être un des effets positifs de la crise du Covid qui a entraîné un boom des téléconsultations. Donc, que peut apporter le numérique au médical, Olivier Babinet? Alors, en effet, la crise sanitaire a fait exploser les téléconsultations. On va dire même de manière générale, elle a changé complètement la e-santé au sens large. La télésanté et en particulier la téléconsultation. Alors la téléconsultation, les patients n'avaient pas le choix, les praticiens n'avaient pas le choix. La téléconsultation était vraiment le recours idéal pendant la crise sanitaire. Tout le monde a joué le jeu, hein. Les plateformes ont joué le jeu. Au début, elles ont offert leurs services à titre gracieux. L'assurance maladie a joué le jeu en prenant en charge complètement la téléconsultation, en permettant également la téléconsultation via des applis grand public, que je ne citerai pas, en visio. Également, voire même des téléconsultations par téléphone. Enfin, tout était ouvert pour que la téléconsultation puisse se faire. Maintenant, la question maintenant qui se pose, c'est l'avenir, en effet, de cette téléconsultation. C'est est-ce qu'il va y avoir, suite à cette crise sanitaire, une chute ou pas des téléconsultations? La question est quand même posée et personne aujourd'hui n'a véritablement la réponse si l'on reste dans un cadre réglementaire aussi contraignant que le cadre actuel. Et là, ça va être en effet peut-être un peu compliqué, en particulier dans les déserts médicaux. On commence d'ailleurs à voir poindre les contraintes qui reviennent, comme par exemple, semble-t-il, dans l'avenant 9 qui suit l'avenant 6 qui oblige à une territorialité de la téléconsultation. On voit poindre des limites, comme par exemple ne pas aller au-delà de 20% de téléconsultation sur l'ensemble des consultations du praticien, en particulier du médecin généraliste, alors qu'on vient de vivre une crise sans précédent qui a montré ô combien la téléconsultation était profitable. Oui, puisque cette téléconsultation, durant la crise du Covid, ça a quand même permis un désengorgement important des urgences.
Alors, ça a permis un désengorgement très important des urgences et même des cabinets dans la vie de tous les jours. Ça a permis d'ailleurs une sécurisation des visites au cabinet, puisque, en particulier quand les patients sont contagieux, on a tout intérêt à pouvoir les trier en amont et à ce que tout le monde ne s'amasse pas dans la salle d'attente. Ça paraît une évidence. C'est la même chose pour les urgences, c'est même pire, puisque dans les urgences, les patients y restent des heures et des heures, donc le risque de se faire contaminer est beaucoup plus important. Donc ça a rendu un vrai service. Moi, je suis plutôt optimiste, très sincèrement, sur l'adoption du numérique par les médecins et par la population en général. Quand on compare avec nos voisins, on voit quand même que tout le monde va un peu dans le même sens. Et beaucoup de médecins l'ont découvert vraiment pendant cette crise. Ils avaient des a priori avant, d'ailleurs, ils ne se cachaient pas. Beaucoup n'étaient pas très enthousiastes. Et devant cette situation, ils ont dû s'adapter en urgence. Et beaucoup de mes confrères, j'en ai discuté avec eux, se disent que finalement, en fait, ça rend un vrai service pour eux et un vrai service pour le patient. Et donc, ont l'intention de continuer. Alors, le problème, c'est que ces téléconsultations, effectivement, elles ont pris leur envol durant la crise sanitaire, mais tous les Français n'ont pas un accès à Internet, d'où l'intérêt d'installer des bornes de téléconsultation dans les villes. C'est ce que vous avez fait, Nicole Lanapstre, donc à Cormeilles en Parisis. Vous avez mis en place, depuis fin mars, des bornes de consultation dans la mairie. Alors, comment est-ce que c'est accueilli par la population ? Alors, je précise que nous, on a mis une cabine de téléconsultation. C'est carrément, voilà, Voilà, le c'est dispositif vraiment la au-dessus, cabine, c'est vraiment la cabine voilà, où là, on où la rentre à personne l'intérieur, on est complètement isolé. Voilà. Donc, nous, on a choisi de le mettre dans le hall d'accueil de l'hôtel de ville parce qu'on avait un créneau horaire avec quelqu'un qui a été formé aussi par la plateforme pour le côté sanitaire, c'est-à-dire désinfecter et autres. Alors, on a fait beaucoup de publicité. Il faut qu'on relance cette publicité parce que je pense que nos administrés ont pensé que ça a été fait pour la période sanitaire, la crise sanitaire Covid. Or non, nous on le fait vraiment parce qu'on est en difficulté de médecins généralistes et pour éviter que les patients aillent directement à l'hôpital parce que leur médecin traitant n'est pas disponible ou qu'ils n'en ont pas. Donc, pour exemple, on a déjà eu des consultations pour une angine, pour une otite, et ça a évité, c'est de la bobologie, mais c'est quand même quelqu'un qui n'a pas été à l'hôpital et qui a eu une réponse par rapport à un diagnostic posé. Donc, il y a une ordonnance, il y a le compte-rendu de l'entretien avec le médecin. Et aujourd'hui, après, il faut que ça rentre aussi dans la culture des gens, d'arriver pour consulter au travers d'un écran. Est-ce que les habitants se sont emparés de cette cabine de consultation ? Est-ce qu'elle est fréquentée ? Bon, c'est tout frais comme expérience, ça remonte au mois de mars, donc on va pas encore tirer un bilan, mais voilà, d'après ce que vous disent vos administrés, c'est plutôt bien accueilli. Pour eux, ça les soulage, parce que quand ils ont un problème, ils savent qu'ils peuvent avoir un médecin. Bon, à défaut de l'avoir en chair et en os, ils l'ont en visio, mais c'est toujours ça. Alors c'est ça, ils ne s'attendaient pas à avoir un médecin. Beaucoup de gens pensent que c'est un écran et qui vont poser une question. Non, ils sont surpris d'avoir quand même un médecin en face. Donc c'est à nous aussi de communiquer encore plus. Et c'est assez bien accueilli. Et pour toutes les tranches d'âge, moi je suis agréablement surprise. Mes premiers occupants de cette cabine ont été des seniors. Un couple, ils sont venus et ils ont été entièrement satisfaits. Vous pouvez même avoir un suivi par rapport à un renouvellement d'ordonnance. Enfin, je crois que c'est important de bien communiquer sur l'utilité de... Ça ne remplace pas le médecin traitant, c'est sûr. Mais ça peut répondre à une attente ponctuelle. Oui, on parlait de bobologie. C'est une bonne idée, ces bornes, Olivier Babinet ? C'est une très très bonne idée. Pourquoi ? D'abord, il faut dire que la téléconsultation médicale existait jusqu'à fin mai de cette année, que depuis le 3 juin, c'est rajouté à la téléconsultation médicale le télésoin. Donc ça va permettre aux soignants, des paramédicaux, quel que soit pratiquement, il y a une liste très impressionnante de paramédicaux, également de faire de la téléconsultation. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, si on prend le télésoin comme la téléconsultation médicale, pourquoi c'est une bonne idée les bornes ? Parce que ça rentre dans un des domaines que je privilégie au niveau des collectivités. Il y a deux modèles. Le premier modèle, c'est de faire de la téléconsultation entre le praticien ou demain, donc le soignant, et son patient, en direct. Donc là, c'est le jeune qui est sur son canapé, qui fait la téléconsultation en direct. Il y a pléthore d'offres sur le marché. Là, la cabine n'apporte rien, bien entendu, dans ce modèle-là. En revanche, la cabine de téléconsultation, en particulier donc celle de Medadom, s'intègre
dans le deuxième modèle que je privilégie au niveau des collectivités, qui est en fait la téléconsultation assistée par un paramédical. Et là, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on se trouve dans des déserts médicaux. On se trouve, comme disait madame, avec des gens qui sont en difficulté. Difficulté numérique, difficulté physique, difficulté d'aborder ce sujet-là. Et donc, il est important d'avoir ce qu'on appelle un téléassistant qui aide le patient dans sa téléconsultation, dans le branchement, éventuellement d'ailleurs même dans le suivi de la téléconsultation. Et là, l'assurance maladie n'a pas vraiment aidé au niveau du financement, puisqu'on a du mal à trouver des IDE, donc des infirmiers, qui puissent aider et être assistants à la téléconsultation. Et sur ce modèle-là, les collectivités, que ce soit les communes, que ce soit les départements, que ce soit les régions, ont un rôle très important d'organisation et de financement de ces assistants de téléconsultation dans lesquels ces bornes s'intègrent. Avant de donner la parole à Hélène Rossino, Nicolas Naps, alors comment ça se passe dans votre ville? Il y a quelqu'un qui aide les personnes justement à accéder à cette cabine, à l'utiliser aussi, parce que vous disiez, les premiers utilisateurs, finalement ça m'a surprise, ce sont des seniors, mais tous ne maîtrisent pas forcément l'outil numérique. Alors effectivement, comme je disais, cette cabine est installée à l'hôtel de ville à l'accueil. Et comme on a une standardiste qui est juste en face, elle a reçu une formation de Medadom pour l'utilisation des outils connectés et elle accompagne toutes les personnes qui rentrent. Soit la personne a déjà utilisé ce genre d'outils et elle est tout à fait à l'aise pour s'en servir, soit elle l'accompagne, elle lui explique comment ça va fonctionner. Après, il y a beaucoup de confidentialité parce que cette personne a son casque, elle est face au médecin, on ne rentre pas dans dans cette relation privée qu'elle doit avoir. Donc la personne qui est en place, elle est juste placée en face de la cabine et elle s'occupe complètement de la prise en charge de toute personne qui veut s'en servir. Hélène Rossino, donc cette téléconsultation, on a dit que c'était pour la bobologie, donc pour désengorger les urgences, pour répondre aussi à un besoin d'accès aux soins des franciliens. Mais ça fonctionne pour quelle pathologie et quelle est la fiabilité du diagnostic? Alors, ça fonctionne pour énormément de pathologies. En fait, normalement, pendant la consultation médicale, entre 60 et 90% des diagnostics qui sont posés à ce qu'on appelle l'anamnèse. En gros, c'est l'interrogatoire. Quand le médecin échange avec son patient, il est normalement capable, à la fin de la conversation, de poser son diagnostic sans même avoir effectué d'examen clinique. Souvent, en médecine, l'examen clinique sert à vérifier, à éliminer des hypothèses, plutôt. En particulier dans la bobologie, sincèrement, discuter avec son patient, ça suffit. C'est très fiable. C'est très fiable. Il n'y a pas besoin d'examen complémentaire. Oui, mais si, par exemple, on a un petit grain de beauté qu'on a écorché, etc., ou tiens, on se dit, il a peut-être changé d'aspect, je ne sais pas trop. Là, la téléconsultation, il y a quand même des limites, là, parce qu'il n'y a personne vraiment en face là, pour examiner le grain de beauté. Bien entendu, il y a toujours des limites, mais quand on regarde l'ampleur des maladies chroniques qui existent et du vieillissement, le petit grain de beauté égratigné, d'ailleurs, je ne suis pas sûre que vous alliez vraiment voir votre médecin généraliste si vous égratinez votre grain de beauté. Mais disons un grain de beauté qui nous paraît suspect, qui aurait changé d'aspect. Mais là, justement, avec la téléconsultation, il y a des outils qui permettent d'examiner ce grain de beauté ou pas? Comment Tout ça à se fait. passe? Dans la borne, il y a différents outils. Alors, pas que pour examiner la peau. On peut prendre la tension, par exemple, ce qui, dans le cadre des maladies cardiovasculaires et de leur suivi, est extrêmement important. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire quand on a juste son smartphone devant soi. On peut prendre l'oxygène. Ça, en particulier pendant le Covid, c'était extrêmement utile parce que le Covid... Indispensable, essentiel. Exactement, essentiel. Parce que le Covid faisait que parfois on n'avait pas assez d'oxygène dans le sang et qu'on s'en rendait pas forcément compte. Donc ça pouvait aussi faire des diagnostics, faire du tri entre les vraies urgences et ce qu'on pouvait soigner en médecine de ville. On peut prendre la température, bien entendu. Donc il y a tout un tas d'outils qui sont à disposition du patient et du médecin pour aider à faire le diagnostic. Il n'y a pas forcément besoin de poser la main sur le ventre à chaque fois. Oui, on a... Oui, 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 absolument, pour compléter. Aujourd'hui, en effet, on a ces dispositifs médico-cotechnés, et c'est un des plus des cabines, très très clairement, qui permettent de faire ce diagnostic dont vous parlez. Il faut également se projeter dans l'avenir. C'est pour ceux dont vous parlez, que ce soit en dermato, que ce soit également, même pour des problèmes plus compliqués, que de cardio, voire même de digestif, dans l'avenir, il faut se projeter. On aura inévitablement des outils de type échographique qui permettront de faire largement aussi bien
en tout cas en complément d'un examen clinique. Mais est-ce que c'est rentré dans les mœurs? Alors, un peu plus depuis la crise du Covid, mais est-ce que vraiment les patients ont confiance quand ils ont un médecin en visio et pas un médecin à leur côté? Quand on regarde les sondages qui ont été faits, sincèrement, c'était plutôt bien accueilli, puisqu'on voyait qu'environ 70% des gens étaient satisfaits et avaient confiance. Alors, après, ça dépend de la personnalité et ça dépend des expériences personnelles, bien entendu. C'est jamais parfait. Mais très sincèrement, ça ne coupe pas vraiment le lien de confiance. Et moi, ce que j'ai vu, c'est beaucoup de patients qui étaient heureux de pouvoir échanger. Parce que la consultation médecine générale, c'est aussi de l'échange et de la réassurance avant même le diagnostic et la prescription d'un acte. Et ça se fait très bien par visio. Alors, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, voilà, on a un médecin en visio. Et puis, ce médecin dit, bon, bah, écoutez, voilà, moi, je pense que votre cas mériterait une consultation. Donc, que peut faire le patient? Il va prendre un rendez-vous physique avec ce médecin-là, ou ce médecin va l'orienter vers quelqu'un d'autre? C'est-à-dire que ces médecins qui sont derrière l'écran, ils ne sont que derrière l'écran, ou ils peuvent aussi choisir de recevoir les patients? Donc, les médecins sont derrière l'écran. L'idée, c'est pas de sortir le patient de son parcours de soins et de lui faire traverser la France, parce que le médecin n'est pas forcément juste à côté non plus. C'est de pouvoir forcément des médecins de la ville qui sont derrière l'écran de la borne de visio. C'est ça qui est important. Ça peut être des médecins qui sont partout en France. C'est ça. C'est ça. Ce qui est important, c'est de permettre aux patients d'avoir accès à un diagnostic et d'avoir accès aux soins. Après, l'idée, c'est vraiment pas de les sortir de leur territoire. C'est aussi pour ça que c'est intéressant, parce que c'est une complémentarité entre le parcours de soins global du patient. Ce sont des petits points en plus qui renforcent l'accès aux soins et la prise en charge. C'est pas là pour se substituer à la prise en charge du patient. Oui, Olivier Bobinet, puis Nicole Lanaps après. Oui, juste pour compléter, l'assurance maladie qui finance quand même les consultations, et les médecins et les soignants maintenant demain sont financés par l'assurance maladie, est extrêmement claire sur le sujet. Il faut en effet respecter stricto sensu le parcours de soins, sauf exception. Voilà. Parcours de soins, ça veut dire qu'en effet, normalement, le praticien doit être dans le territoire, pour pouvoir intervenir à la fois en physique et également en téléconsultation, puisque l'idée qu'il y a derrière, c'est que vous avez des téléconsultations et normalement le praticien doit après reprendre la main en consultation, en présentiel, pour y avoir un suivi du patient dans sa pathologie. Ou orienté vers un spécialiste. Ou orienté vers un spécialiste si nécessaire, absolument. Nicole Lanaps, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui. Que les médecins de notre ville peuvent s'inscrire sur cette plateforme. Ils peuvent être médecins traitants au travers de cette plateforme et d'avoir le suivi avec leurs patients parce qu'ils ne sont pas disponibles. Donc il y a un rendez-vous qui est pris, mais il faut qu'ils s'inscrivent effectivement auprès de Medadom. Alors est-ce que beaucoup l'ont fait justement dans votre ville? Non, parce qu'ils sont déjà saturés. Donc voilà, ils ne veulent pas le faire. Par contre, ils accueillent vraiment le choix d'avoir mis une cabine de téléconsultation parce que ça soulage aussi les patients qui sont sans médecin. Notre gros problème, c'est le départ à la retraite. Aucun médecin ne trouve de remplaçant. Et on a beaucoup aujourd'hui de patients sans médecin traitant. Donc le parcours de soins est rompu. Et le dernier médecin qui s'est installé sur notre ville, il y a 10 ans, et il part. Donc vraiment un manque de médecins, ce qui fait que vous avez dans l'idée d'installer d'autres cabines de téléconsultation. Alors, cabines dans la mairie ou ailleurs, pourquoi par exemple ne pas avoir installé cette cabine dans un centre de santé? Alors, dans un centre de santé, on n'en a pas, donc comme ça, la chose est réglée. Mais non, là où on réfléchit, c'est les créneaux horaires. La mairie, effectivement, est fermée à 17h30. Donc, après, les gens n'ont plus la capacité de consulter. On réfléchit dans les... Medadom ne le sait pas encore. On réfléchit à mettre dans les structures sportives, par exemple, qui, elles, ont un créneau jusqu'à 20h, 22h, où on a une amplitude horaire beaucoup plus large que les créneaux de l'hôtel de ville. On pourrait le faire dans les pôles de santé communaux, ça a déjà été fait, notamment à Montereau-Fouillonne. Oui, je pense que ce qui est très intéressant sur cette offre de téléconsultation, qui est donc physique, parce que l'intérêt de la cabine, c'est qu'on la voit, donc c'est physique, c'est qu'on peut la mettre, et de manière générale, la téléconsultation, à la fois dans des lieux, et ça les collectivités sont vraiment concernées par ça, vous avez raison madame, dans des lieux qui sont, que j'appellerais étiquetés santé, donc par exemple une officine. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous avez le pharmacien qui va assister le patient dans sa téléconsultation. Mais sinon, dans des lieux, en effet, comme vous le dites, communaux,
qui ne sont pas du tout étiquetés santé et dans lesquels la cabine de téléconsultation fonctionnera remarquablement bien, sous réserve, encore une fois, qu'on puisse assister les patients dans leur téléconsultation. Allez, une dernière question avant de passer au jeu des questions-réponses. Pour vous, Hélène Rossineau, est-ce qu'il n'y a quand même pas un risque, du coup, avec ces bornes de téléconsultation et même la téléconsultation d'une façon générale, que les médecins fassent de plus en plus de téléconsultations et de moins en moins de consultations physiques? Non, pas vraiment. La téléconsultation, c'est un complément à la pratique quotidienne, mais ça ne remplace pas le suivi d'un patient au quotidien. C'est très bien pour les examens complémentaires, c'est très bien pour la bobologie, mais on ne peut pas suivre un patient intégralement en téléconsultation. Donc, pour les médecins, ça fait gagner du temps. Ça évite d'ailleurs que les patients se déplacent pour pas grand-chose, pour renouveler une ordonnance, juste pour faire lire des bilans ou faire interpréter des bilans. Mais il ne peut pas y avoir que ça. Et d'ailleurs, les médecins l'ont bien compris. Je n'imagine pas un médecin qui passe sa pratique entièrement en téléconsultation. Merci en tout cas à tous les trois pour ce débat sur voilà, l'avenir peut-être de la médecine. Enfin, ça en fait partie. On va passer au jeu de questions-réponses. Alors sans doute des questions dans la salle. En tout cas, c'est un sujet qui est concernant, qui nous concerne tous. C'est à vous. Vous pouvez poser vos questions. Il suffit de vous rendre juste derrière le micro qui est dans l'allée. Pas de volontaire pour le moment. Alors, on se posait la question avec Olivier Babinet quand on préparait cette conférence. C'était ce qui avait déjà été fait par les collectivités pour lutter contre les déserts médicaux. Oui, c'est un sujet important, parce qu'on est sur une exposition de collectivité. Il est important de savoir, en effet, au-delà des téléconsultations, ce qui a pu être fait. Il y a eu un apport déjà au niveau national, par l'État, qui est important, à la fois sur l'offre elle-même médicale, en travaillant sur le vrai faux suppression du numerus clausus, également sur le maillage avec en particulier les CPTS qui est le énième réseau de santé mais qui a l'air là de prendre. Donc on va croiser les doigts là-dessus. Et donc les collectivités ont fait beaucoup de choses sur le terrain. Donc il y a eu ce travail sur les téléconsultations, mais il y a eu également quelque chose qui marche par exemple très très bien, qui sont les stages pour les jeunes internes, en particulier en 3e cycle, et la formation des maîtres de stage universitaires, et qui est un lien, des conventions qui sont faites avec les universités, qui permettent de résoudre le problème de l'attractivité, puisqu'à ce moment-là, les jeunes praticiens, en tout cas stagiaires, viennent connaître le territoire, et dans ce cas-là, dans le futur de leur carrière, à minima vont faire des remplacements, voire même s'installer sur le territoire. Il y a également des maisons de santé ou centres de santé, en effet, qui sont créés, et il y a une explosion des maisons de santé favorisées par l'État, puisqu'on est passé de 80 à près d'1 millier de maisons de santé aujourd'hui pluridisciplinaires, dans lequel on a des maisons, des praticiens libéraux qui font une offre de soins collective avec des paramédicaux qui permettent vraiment dans les collectivités d'avoir une offre. Je ne sais pas si vous, madame, vous avez ce... non, vous disiez que vous n'avez pas, malheureusement pas de centre de santé. La région finance beaucoup aussi les maisons de santé. Absolument, voilà. Donc les collectivités sont véritablement concernées. Et puis il y a quelque chose qui marche très très bien également, c'est l'offre de soins mobile. Ça marche remarquablement bien pour les gamins avec des bus PMI. La population est très satisfaite de ce genre de bus. Pour les enfants, donc en PMI, ou bien éventuellement pour les adultes. Alors ce qui est intéressant pour les enfants comme pour les adultes, dans ces bus, on va dire, mobiles de santé, vous pouvez avoir soit des professionnels de santé qui sont physiquement présents et faire des consultations en présentiel, voire faire de la téléconsultation à l'intérieur du bus, que ce soit d'ailleurs, et c'est là je reprends le terme de bobologie que vous avez employé 2-3 fois, pour de la médecine générale, mais également de la spécialité. Et sachez que la téléophtalmologie en mobilité fonctionne très très bien, et ce sont des équipements lourds, avec d'un côté des orthoptistes qui font l'équivalent des infirmiers en téléconsultation médecine générale, voire le pharmacien, avec des ophtalmos de l'autre côté en visio. Alors une question de nos internautes, ceux qui nous suivent sur Amif Live. Voilà, quel est le coût pour les communes et qui finance ?
Alors, comment ça s'est passé pour vous Alors, il y a deux choix. Soit on devient propriétaire, soit on loue. Donc, nous, comme c'était une première expérience, on a opté pour la location. Et c'est un budget pour la ville qui n'existait pas, hein. Aujourd'hui, on est obligé de faire une ligne santé. Donc, c'est un choix politique et on loue par mois la cabine de téléconsultation. Donc, la ville finance complètement. Il n'y a pas d'aide Complètement. de la Non. région, du Alors, département. depuis peu, il y a des élections qui viennent se terminer. Donc, dans le programme des départementales et régionales, il y a de l'aide à l'installation à la téléconsultation. Vous doutez bien que j'ai été chercher aussi qu'ils engagent ceci dans leur programme. Donc, on compte maintenant qu'ils puissent nous apporter une aide pour installer au plus près des patients, parce qu'on a vraiment un souci. Nous, on est dans une agglo de 15 villes et ils sont tous dans la même problématique que nous dans le Val d'Oise. Des questions peut-être dans la salle sur cette téléconsultation, les nouveaux moyens de... médicaux demain, oui. Peut-être un complément par rapport à ce que vous venez de dire, madame. C'est vraiment, comment dire, pendant l'épisode de Covid, les collectivités ont pris conscience de leur rôle dans la santé, peut-être beaucoup plus qu'avant. Hein, c'est vrai que c'est un sujet régalien par définition, et les collectivités ont défendu ça, et je pense qu'en effet, dans l'avenir, les collectivités, aussi bien donc pour les cabines que pour les autres sujets de santé, vont avoir un rôle de plus en plus important dans le sanitaire. Hélène Rossineau, oui, cette volonté finalement d'éviter absolument la rupture de soins. Complètement. Je pense que les collectivités ont aussi un vrai rôle à jouer dans l'éducation des populations, parce qu'on le voit bien, dans le renoncement aux soins, il y a aussi une partie qui ne dépend pas que de l'accès du médecin vraiment direct, mais de l'éducation. Pour beaucoup de personnes, le fait de tenir, de résister à la douleur, c'est valorisé, y compris dans l'emploi. C'est stressant, on peut avoir peur des arrêts de travail, par exemple, y compris d'ailleurs sur les addictions. L'alcool, le tabac ou sur l'obésité, il y a énormément de prévention à faire. Et pour moi, la téléconsultation, ça a aussi du sens là-dessus. C'est un vrai partenariat à mener entre les territoires, vraiment, les écoles parfois, pourquoi pas, écoles, collèges, lycées, et les médecins et professionnels de santé des territoires. Une question de nos internautes encore. Voilà, cette question qui nous dit, est-ce que l'implantation de cabines de téléconsultation ou de bornes de téléconsultation pourrait inciter les jeunes médecins à s'implanter dans les villages, voilà, parce que du coup, ils se sentiraient moins seuls? Alors, j'aurais tendance à dire oui, mais pas parce qu'ils se sentiraient moins seuls. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de médecins sont noyés de patients en fait dès le début, dès qu'ils s'installent. Et donc, ces cabines de téléconsultation, ça permet que certaines consultations très rapides soient réalisées justement par ce biais. Et donc, ça permet aux médecins de se concentrer sur les consultations qui sont plus longues, qui nécessitent vraiment du dialogue, de l'examen clinique. Et donc, ça permet de rationaliser un petit peu la façon dont on pratique aussi au quotidien. Donc je pense que c'est rassurant de se dire que on va être un peu plus efficace et que donc on va avoir plus de temps à consacrer aux patients pour les choses qui sont vraiment très importantes dans leur suivi. Olivier Babinet? Oui, je suis complètement d'accord. C'est pas la téléconsultation qui va être un sujet attractif pour les jeunes praticiens. C'est un complément, c'est en effet un complément de consultation. C'est vraiment le rôle, c'est l'attractivité du territoire pour les jeunes médecins qui va faire que les médecins vont s'installer. Il n'y a pas de secret. C'est la seule raison pour laquelle les jeunes médecins, comme les autres professionnels de santé ou les jeunes professionnels de médecine en général, vont s'installer dans cette commune plutôt qu'une autre. Après, ce qui est bien aussi, c'est que la téléconsultation, ça renforce la pratique en groupe. On a parlé des CPTS tout à l'heure, en particulier avec la crise, qui a quand même servi sur certains points. On a vu un vrai renforcement des organisations sur le territoire des professionnels de santé, en particulier pour l'instant autour de la vaccination. Moi, j'ai vu des CPTS qui se développaient, des professionnels qui s'adressaient avant peu la parole, qui aujourd'hui collaborent à tour de bras et à longueur de journée, de soirée et même de week-end autour de ça. Et c'est vrai que ça, c'est très attractif pour les jeunes praticiens parce que le fait de se sentir soutenu, épaulé, de connaître d'autres praticiens sur le territoire et de savoir que grâce à de la téléconsultation, à des outils digitaux, on peut dispatcher un petit peu ces actes, on peut s'organiser un petit peu mieux, on peut compter sur des relais à domicile, par exemple, sur des infirmiers, etc. Ça, par contre, pour moi, c'est très rassurant. Au bout du bout, c'est quand même le patient.
c'est le patient qui décide. Et quand on voit que un an après l'autorisation de remboursement de la téléconsultation, on était à 60 000 téléconsultations K1, K1, et qu'on est passé à 19 millions en l'espace d'un an, on comprend qu'en effet, quand il y a un besoin, quand le patient qui est aujourd'hui complètement, le e-patient est aujourd'hui, existe, on est tous complètement branchés, je veux dire, sur le numérique. Que deuxièmement, le patient aujourd'hui, dans l'évolution qu'il a, veut prendre en charge sa santé, veut être le point central de la prise en charge de sa santé. Que demain, on va avoir en plus des outils dans le cadre de Ma Santé 2022 qui va permettre, si vous voulez, d'intégrer le parcours de soins dans un système de Ma Santé 2022, d'avoir un DMP qui fonctionne, enfin, d'avoir une plateforme de santé avec l'ensemble des professionnels qui va permettre de suivre le parcours du patient. Le patient au cœur va tirer et va permettre en fait le développement du numérique à santé. C'est là que l'éducation est quand même très importante parce qu'il faut que le patient ait conscience qu'il ait besoin à ce point-là de prendre soin de sa santé. Mais ça ne dépend pas pour moi que du patient non plus. Quand on voit l'Allemagne, par exemple, nos voisins, les médecins allemands reçoivent des subventions pour les encourager à utiliser la téléconsultation avec leurs patients. Et quand on regarde les Suédois, qui sont quand même un tout petit peu plus loin, mais quand même, le jour où la téléconsultation a été remboursée au niveau national, puisque c'était régional avant, on a eu un boom de téléconsultation. On a vu la même chose chez nous. Quand les règles de remboursement se sont relâchées d'un coup, l'usage est arrivé. Donc je pense qu'on a tous intérêt à travailler ensemble à des lois et des textes qui collent vraiment aux besoins des patients et des professionnels. Une question dans la salle, peut-être? Voilà. Oui, bonjour. En fait, vous nous avez parlé tout à l'heure du fait que la télémédecine a trouvé toute son utilité et tout son sens avec l'arrivée du Covid. Que pensez-vous de son avenir sur nos territoires? Est-ce que vous pensez qu'elle va s'intégrer totalement dans l'écosystème de la santé aujourd'hui? Merci. Bon, alors je vais répondre. Moi, je pense personnellement que ça a permis une vraie prise de conscience dans tous les territoires et pour beaucoup de personnes, y compris d'ailleurs, on en discutait, y compris chez les seniors. Cette façon de se rendre compte qu'on peut avoir des réponses à ces questions, qu'on n'a pas forcément besoin d'attendre 10 jours, 15 jours, d'avoir un rendez-vous, qu'on peut, si besoin, juste aller à la mairie, par exemple, attendre un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, grand maximum, et avoir sa consultation. Ça, c'est vite rentré. On est dans une ère aujourd'hui où on a besoin d'une réponse immédiate à nos questions. On n'a plus vraiment envie d'attendre. C'est d'ailleurs ça qu'on voit aux urgences. On a beaucoup de patients qui n'ont rien à faire aux urgences et qui y sont quand même, pas parce que forcément le médecin n'était pas disponible le lendemain ou le surlendemain, mais parce qu'il n'a pas attendu et qu'il a décidé de se rendre aux urgences. Donc ça, pour moi, on a mis avec cette crise sanitaire dans les mains des citoyens un outil formidable dont ils sont en train de se rendre compte de l'utilité, et j'imagine mal les citoyens repartir en arrière là-dessus. Un petit mot de conclusion à chacun, puisqu'il nous reste 2 minutes. 30 secondes chacun. Parfait. Bon, en effet, la crise sanitaire a permis à l'ensemble des citoyens de se rendre compte de l'apport du numérique dans la santé, ne serait-ce que pour la prise de rendez-vous, ne serait-ce que pour la préadmission dans les cliniques ou dans les hôpitaux, ne serait-ce que pour les téléconsultations, pour le suivi, donc que ce soit en préventif ou en curatif, sur l'ensemble de la santé, l'intérêt du numérique en santé. Nicole Lanaps. Oui, vous l'avez dit, hein, chers collègues, que la collectivité doit être attractive. C'est un peu notre rôle aujourd'hui. On a pris conscience qu'on devait prendre la santé à notre charge. Et au-delà des cabines de téléconsultation, samedi sera ouverte une très belle maison médicale. Voilà. Donc si les médecins veulent venir, on prend le loyer à moitié prix. Un petit bout de conclusion, Hélène Rossineau. Moi, je dois dire que je suis très enthousiaste parce qu'en tant que médecin de santé publique, de voir à quel point les collectivités territoriales s'emparent du sujet de la santé de leur population, ça me fait chaud au cœur, et je pense qu'on a de très beaux partenariats à venir tous ensemble pour vraiment faire bouger les choses au cœur des territoires. Merci beaucoup Hélène Rossineau, merci beaucoup Olivier Babinet, merci Nicole Lanaspre pour ces échanges très intéressants. Merci à vous de nous avoir suivis, en présentiel comme en distanciel, et je vous rappelle que vous pourrez retrouver en replay donc tout le contenu de cette conférence sur Amif Live. Très bonne fin de journée à vous, enfin même pas, bon après-midi à vous puisqu'il est midi, bon déjeuner même, et bonne continuation plus tard.